à la retraite. Il était enseignant à Yamoussoukro, à l'école supérieure de Yamoussoukro. Il est aussi ingénieur en mathématiques, diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est-à-dire en Suisse. Est aussi docteur en mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie, à Paris 6e. Il est membre fondateur de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Il est membre fondateur du MINACAD, Mouvement international négro-africain, Cheikh Anta Diop, à Paris en 1988. Il est aussi membre de l'Association des chercheurs du Nouvel Âge de l'Afrique. Il est chercheur indépendant. Mais ce qui est intéressant, chez Été, c'est qu'il est polyvalent. Et vous allez voir tout à l'heure, quand il va faire le cours, vous serez étonné s'il est mathématicien, ou s'il est historien, ou s'il est égyptologue. Alors je pense que je l'ai présenté brièvement. Je ne sais pas s'il a quelques mots à compléter sur sa biographie. Sinon, on va passer directement à la conférence. Voilà, vous avez la parole. Otep les Kamit. J'ai fini par vous rejoindre. Je me suis absenté pendant près de, bon, disons une année. Hein. Bon. Donc, je suis très content de reprendre mes activités parmi vous. Je répète donc le thème de mon allocution. Bref aperçu chronologique sur l'épopée qui a conduit l'homme noir de la suprématie mondiale à la régression continuelle. Les leçons à en tirer dans le cadre de la lutte pour la renaissance africaine. Je vais d'abord commencer par une petite introduction qui serait une dissertation philosophique. Et puis, je vais vous donner quelques argumentations pour vous montrer comment est-ce que l'homme noir a été à la suprématie mondiale et puis les raisons pour lesquelles s'en est suivi son déclin jusqu'aujourd'hui. D'entrée, il faut d'abord préciser que l'histoire du monde noir se déroule depuis la haute antiquité, depuis les temps mythiques de la création, dans un autre monde, un monde imaginal. Et cette histoire se révèle, et se révélera de plus en plus au fur et à mesure des temps à venir. Les Africains du continent et de sa diaspora doivent trouver dans leur inconscient les éléments de compréhension et de signification de cette histoire, si peu connue, si peu répandue et en même temps négligée et délaissée par les intellectuels africains eux-mêmes. Et pourtant, ne répète-t-on pas chaque jour dans nos oreilles que nul n'a le droit d'effacer une page de son histoire, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Point d'interrogation. Nous devons donc faire parler nos textes ésotériques des traditions anciennes, nos textes religieux, textes des pyramides, textes des sarcophages, livres de sortie vers la lumière, etc. Pour les peuples noirs, la géographie sacrée consiste en quoi? Ça consiste en la Nubie, l'Égypte, l'Éthiopie, Saba, c'est-à-dire le sud du Yémen, Canaan, aujourd'hui la Palestine, la vallée de l'Indus, Sumer, la Mésopotamie, la région des Grands Lacs, etc., etc. Cette géographie sacrée qui nous consacre est un pôle d'orientation et de sens, un pôle qui nous interpelle
et nous sert de repère. Aujourd'hui, le peuple noir, dans sa grande majorité, est dans l'errance, dans la dispersion, voire l'émiettement. Il est dans la division, il est dans le doute, il est dans la douleur. Pourtant, notre peuple est porteur de la tradition ésotérique universelle, à lui transmise par ses créateurs ou son créateur, porteur d'un message spirituel pour l'humanité tout entière. Ce message est celui de Djaouti ou Thoth, dénommé Hermès Trismégiste par les Grecs, c'est-à-dire Hermès 3 fois maître, 3 fois sachant. Il est maître de la science, il est maître de l'écriture, il est maître de la législation et il est d'origine noire éthiopienne. Il est grand prêtre, il est maître de la langue sacrée, il est grand roi, il est grand sage, il est seigneur de la sagesse et de la connaissance et des sciences sacrées. Tels sont ses attributs et j'en ai pas fini. Au peuple noir donc a été transmis le message de cet illustre ancêtre divinisé. C'est le message de la spiritualité véritable et d'un projet pour l'humanité. C'est la réconciliation, plutôt la réalisation d'un monde de justice, de solidarité, d'amour et de convivialité. Ceci dit, fini la dissertation philosophique d'entrée. Donnons maintenant un bref aperçu chronologique sur l'épopée qui a conduit ce même monde noir de la suprématie mondiale à la régression continuelle. Les éléments sont les suivants. Le monde noir a été le seul, dans l'Antiquité, à exercer pendant des millénaires, depuis sa création, la suprématie sur notre monde, jusqu'à sa chute qui commence à partir de 663 avant Jésus-Christ. Par l'attaque de sa métropole, l'Égypte pharaonique ou Kemet, par les Assyriens, venus de Mésopotamie, actuel Irak. Pour étayer mon argumentation, qu'il me soit permis et qu'il me suffise de faire 3 citations émanant d'auteurs occidentaux eux-mêmes, auteurs de bonne foi, cela va sans dire, pour montrer vraiment que cette race noire avait la suprématie mondiale. Citation 1. Première citation. Elle émane de Fabre d'Olivet, dans Histoire philosophique du genre humain, tome 1er, page 80, édition traditionnelle. Et je cite. Que dit Fabre d'Olivet ? Je vais me transformer, dit-il, à cet effet, à une époque assez reculée de celle où nous vivons et raffermissant mes yeux qu'un long préjugé pourrait avoir affaibli, fixé à travers l'obscurité des siècles, le moment où la race blanche, dont nous faisons partie, lui, vint apparaître sur la scène du monde. À cette époque, dont plus tard je chercherai à déterminer la date, la race blanche était encore faible, sauvage, sans loi, sans art, sans culture d'aucune espèce, dénuée de souvenirs et trop dépourvue d'entendement pour concevoir même une espérance. Elle habitait les environs du pôle boréal, c'est-à-dire du nord, n'est-ce pas? Le nord de la planète, c'est donc le pôle boréal, d'où elle avait tiré son origine. La race noire, plus ancienne qu'elle, dominait alors sur la terre et y tenait le sceptre plutôt, de la science et du pouvoir. Elle possédait toute l'Afrique, cette race noire, et la plus grande partie de l'Asie, où elle avait asservi et comprimé la race jaune. La race noire, alors souveraine, s'étendait au sud,
sur la ligne équatoriale. Et comme je viens de le dire, la race blanche, qui ne faisait que naître, errait aux environs du pôle boréal. Fin de citation, Fabre d'Olivet. Citation 2. Elle émane du docteur Gérard Encos, appelé Papus. Elle parle des premiers éléments d'étude des grandes traditions initiatiques. Le docteur Gérard Encos dit ceci, que je livre à votre attention. Vers 1000 avant Jésus-Christ, un déluge fantastique bouleversera la terre. L'Atlantide, ancien continent, fut englouti. C'est à ce moment que les Noirs, originaires du continent africain, prirent la domination sur la planète terrestre. Après les Rouges, ceux qui, dans les traditions africaines, sont appelés les Oulémani en langue malinké. Et que leur métropole couvrit la planète Terre de villes immenses, sculptées en roc. La race blanche fut à l'origine complètement asservie à la race noire dans les immenses forêts qui couvraient alors ce qui devint plus tard l'Europe. L'empire de la terre appartenait aux Noirs. Il leur fut arraché dans l'Inde par une immense invasion des Blancs venus d'Europe sous la conduite d'un certain Ram. Fin de citation, Dr Gérard Encos. Et enfin, la troisième citation pour prouver la suprématie de la race noire dans le temps, elle est de Churé. Elle est rapportée par Cheikh Anta Diop lui-même dans Nation nègre et culture, tome 2, page 372, présence africaine. Churé, dans les grands initiés, pages 6 à 13, Paris, 1908, écrit ceci. Après la race rouge, la race noire domina sur le globe. Les Noirs envahirent le sud de l'Europe en des temps préhistoriques. Leur souvenir s'est complètement effacé de nos traditions populaires. Ils y ont cependant laissé des empreintes ineffaçables. Au temps de leur souveraineté, les Noirs eurent des centres religieux en Haute-Égypte et en Inde. Leurs villes cyclopéennes, c'est-à-dire les villes énormes et gigantesques, crénelaient les montagnes de l'Afrique, du Caucase et de l'Asie centrale. Leur organisation sociale consistait en une théocratie absolue. Leurs prêtres avaient des connaissances profondes, le principe de l'unité divine de l'univers et le culte des astres qui, sous le nom de sabéisme, s'infiltra chez les peuples blancs. Ils avaient, ces Noirs, une industrie déjà savante, surtout l'art de manier par la balistique des masses de pierres colossales et de fondre les métaux dans d'immenses fourneaux auxquels on faisait travailler les prisonniers de guerre. La race blanche venait juste d'être réveillée, nous dit Churé, par les attaques de la race noire qui commençait à l'envahir par le sud de l'Europe. Lutte inégale au début. Les Blancs à demi sauvages, sortant de leurs forêts et de leurs habitations lacustres, n'avaient d'autres ressources que leurs arcs, leurs lances et leurs flèches aux pointes de pierre. Les Noirs avaient des armes de feu, des armures d'airain, toutes les ressources d'une civilisation industrieuse et leur cité cyclopéenne. Écrasés au premier choc, les Blancs, amenés en captivité, commencèrent par devenir en masse des esclaves des Noirs qui les forcèrent à travailler la pierre et à porter les minéraux dans leurs fours. Bon, ce n'est pas une raison, vous comprenez. Cependant, des captifs échappés rapportèrent dans leur patrie les usages,
les arts et les fragments de science de leurs vainqueurs. Ils apprirent des Noirs deux choses capitales, la fonte des métaux et l'écriture des hiéroglyphes. Le salut des Blancs, ce fut leur forêt où, comme des fauves, ils pouvaient se cacher pour en rebondir au moment propice. Fin de citation, Churé, Les Grands Initiés, pages 6 à 13, Paris, 1908. Voyez-vous, pour prouver donc la suprématie mondiale du monde noir à l'époque dont nous parlons, il n'est plus besoin de s'attarder sur ces citations ni de les commenter. Tout est si bien dit par eux-mêmes. Mais des questions se posent alors. Comment, et non pourquoi, comment l'Afrique, naguère suprématie mondiale, en est-elle arrivée à cette décadence brutale et à cette régression continuelle? Et que faut-il en tirer comme leçon dans notre lutte pour la renaissance africaine? Voici les questions à vous, ici présents, soumises, et dont vous allez débattre tout à l'heure, à la suite de mon exposé. En attendant, faisons maintenant un bref rappel historique de cette suprématie mondiale du monde noir. Dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, page 11, Cheikh Anta Diop nous dit ceci. Depuis l'apparition de l'Homo sapiens en Afrique, bon, c'est l'homme noir qu'ils appellent Homo sapiens sapiens, de la haute préhistoire à nos jours, nous pouvons retracer nos origines en tant que peuple, que vous soyez Baoulé, Bété, Dioula, etc., sans solution de continuité notable. À la haute préhistoire, donc, depuis l'apparition de l'homme noir, dans un puissant mouvement sud-nord, les peuples africains, partis de la région des Grands Lacs, se sont glissés dans le bassin du Nil après le dessèchement du Sahara. L'industrie paléolithique attestée dans la vallée du Nil prouve que celle-ci fut nécessairement, cette vallée du Nil, fut nécessairement uniquement peuplée que de négroïdes à l'origine de l'humanité, c'est-à-dire 200 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'apparition des autres races. 20 000 ans pour l'apparition de la race blanche, l'apparition du Cro-Magnon, ancêtre des Blancs. 15 000 ans avant l'apparition du prototype, ce n'était pas encore la race jaune, mais du prototype de la race jaune, et beaucoup plus tard, 5 000 ans avant l'apparition des Sémites. Sémites et jaunes étant eux-mêmes des métissages de noirs et de blancs. Que s'est-il passé alors dans le détail après ces apparitions? Ces Africains, sortis de la région des Grands Lacs, sont allés peupler les 4 autres continents, qui jusqu'alors, comme vous le devinez, étaient vides d'humanité. D'accord? Comme nous dit si bien d'ailleurs le savant allemand Joseph Reichholf dans son excellent ouvrage intitulé L'émergence de l'homme, Flammarion, ouvrage qui a été d'ailleurs élu le livre de l'année 1990 par la revue allemande La Tour. Il est écrit dans cet ouvrage de Joseph Reichholf que l'hominisation a été marquée par toute une série de déplacements. Il y a 60 000 ans à 70 000 ans, l'homme moderne, l'Africain, à qui on a donné le nom savant d'Homo sapiens sapiens,
quittent l'Afrique pour aller peupler le monde, alors vide d'humanité, comme je viens de le dire. En moins de 10 000 ans de parcours, il atteint l'Europe. Ne me demandez pas s'il allait à pied ou en avion. Après l'Est et le Sud-Est de l'Asie. Cet Africain peupla l'Australie environ il y a 40 000 ans avant notre ère. Il faut croire que ces Africains, nous dit Joseph Reichoff, avaient appris entre-temps à construire des radeaux, vous voyez, comme le bac de Jacquesville, ou des formes primitives de bateaux, puisque, si vous regardez bien sur la carte qui est là, l'Australie est une île, disons, se trouve avec la Nouvelle-Guinée sur une plateforme continentale indépendante en dehors du socle du continent asiatique. À aucun moment de cette période, donc, il n'y eut de voie de communication terrestre avec le sud-est de l'Asie. Donc les premiers habitants de l'Australie, qu'on va citer tout à l'heure, les aborigènes, dont les descendants plutôt sont aujourd'hui les Noirs aborigènes, comme nous le savons, ils ne purent atteindre ce continent insulaire qu'est l'Australie que par bateau. Étant bien entendu que ces bateaux, entre guillemets, doivent être plutôt de grands radeaux ou des formes très sommaires de bacs. Bon, j'ai cité le bac de Jacquesville tout à l'heure. Ces moyens de voyager sur les mers suffirent toutefois pour eux, nous dit Joseph Reichholf, à faire progresser rapidement l'extension du peuplement humain. Au cours des millénaires suivants, suivez bien le périple de ces Noirs, partis de l'Afrique, qui vont en Asie, qui s'en vont en Australie, qui construisent des radeaux pour traverser, qui vont petit à petit pérégriner et occuper les autres continents. Vous voyez un peu, regardez, soyez attentifs à leur déplacement. Au cours des millénaires suivants, les déplacements des Africains migrateurs les amènent de plus en plus en dehors de l'espace asiatique. Sur le plan linguistique, dans le monde, on distinguait déjà à l'époque, à cette époque, 3 grands groupes de langues. Le premier étant le plus ancien, le premier et le plus ancien d'ailleurs, se trouve évidemment où? À l'intérieur du continent africain. Et fut sans doute celui de la langue originelle de toutes les langues qui suivront. Les 2 autres groupes, qui ne sont alors que des évolutions linguistiques du premier, correspondent à une branche orientée vers le nord, le centre et l'ouest du continent asiatique, et à une autre branche orientée vers le sud-est de ce même continent, dont se détacha encore une ligne qui conduisit en Australie et en Nouvelle-Guinée, comme nous l'avons dit tout à l'heure d'ailleurs. Bon, vous n'avez pas une carte là, sinon j'ai commenté la carte. Alors, la carte ci-jointe, si vous regardez ici, comment est-ce qu'on passe de l'Afrique jusqu'à ces pays-là asiatiques et autres, n'est-ce pas? Bon, alors, je commente la carte que j'avais. La première ligne correspond à la dispersion des Africains vers le nord. D'accord? Une puissante branche de ces émigrés s'en détache pour aller vers l'ouest. Donc, c'est vers l'Europe, Afrique. Vers l'ouest, c'est l'Europe. C'est celle des peuples. Ces immigrés s'en détachent vers l'ouest, c'est celle des peuples dits caucasiens, parce qu'ils vont se diriger vers le Caucase. Et qui englobe par conséquent aussi l'homme de Cro-Magnon, l'ancêtre des Blancs. La principale ramification se dirige vers le nord-est de l'Asie. Une partie atteint l'est du continent asiatique, comme nous l'avons dit, et qui fut un centre particulièrement dense, où se concentre encore aujourd'hui la plus grande partie de l'humanité, donc vers la Chine, etc. Cette concentration à l'est de l'Asie, elle réunissait plus d'un 5e de la population humaine. Bon, c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, mais un peu moins du 5e. La ramification nord va plus loin, donc va vers le pôle nord, puisque vous connaissez la Scandinavie et tout ça.
Elle atteint par le droit de Bering, à droite, si vous voyez tout à fait à droite de la carte. Arrivé à droite, on peut rejoindre, si vous avez un globe terrestre, on peut rejoindre les États-Unis, n'est-ce pas? Enfin, l'Amérique. D'accord? Elle atteint par le droit de Bering l'Amérique du Nord et redescend vers le sud jusqu'à l'extrémité de l'Amérique sud. Toute la cordillère des Andes jusqu'à Terre de Feu. La pointe sud de l'Amérique du Sud. Il y a 11 000 ans que ces Africains, ces globetrotters, j'allais dire, ces premiers hommes, parvinrent sur le double continent américain à l'occasion d'une vague de dispersion, de peuplement sans précédent qui, en moins d'un millénaire, peupla presque toute l'Amérique. Ces Africains franchirent le détroit de Bering, comme j'avais dit, qui, il y a à peine 12 000 ans, était encore guéable, c'est-à-dire était encore à sec. Était encore à sec, donc était guéable. Vous pouvez le traverser, c'est ce que ça veut dire. Pour nous, récapituler brièvement, donc, les recherches scientifiques actuelles, modernes, prouvent à cette date que l'homme actuel est né, excusez-moi si je dis l'homme actuel, c'est l'homme et la femme, bon, est né en Afrique et que le peuplement du reste du monde, c'est-à-dire les 4 autres continents, s'est fait à partir de l'Afrique, de même que toutes les autres races sont issues de la race noire. Nous sommes donc tous frères et sœurs de sang, noirs, blancs, jaunes, etc. En quelque lieu ou quelque temps que ce soit, il n'existe qu'une seule espèce humaine. Les théories racistes sont scientifiquement vides de sens, donc caduques. Voilà l'intérêt principal que nous pouvons dégager du fait que l'Afrique soit à l'origine de l'homme moderne, nous dit Cheikh Anta Diop. Mais ces Africains sortis d'Afrique pour aller peupler le monde ne sont pas partis, nous dit Cheikh Anta Diop, les mains nues, ni la tête vide. Ils ont laissé d'innombrables traces sur leur parcours depuis l'Afrique. Ils ont laissé de nombreuses peintures rupestres au Sahara, jusqu'en Europe et à travers toute l'Europe et l'Asie. Ils ont laissé de nombreux objets archéologiques et de nombreuses grottes qui ont été répertoriées et identifiées dans tous les pays d'Europe, en Espagne. En France, il y en a à Aurignac, à Solutré, à la Madeleine, à Combe-Chapelle. En Belgique, en Allemagne, dans toute l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, etc. En Sibérie aussi. En Autriche, on a répertorié 19 sites de ces Africains qui sont passés. En Suisse, en Crimée, en Italie, en Europe centrale, c'est-à-dire Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Pologne, Hongrie, etc. Et j'en passe. Au Moyen-Orient aussi, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel, d'accord, en Syrie, en Palestine, à Sumer, Akkad, Babylone, la Chaldée, l'Arabie Saoudite, le Yémen, etc. Au musée de Riyad en Arabie Saoudite, vous pouvez y aller voir et constater, on peut voir actuellement même la reproduction des peintures rupestres qui montrent le type négroïde qui habitait la péninsule arabique au néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans avant Jésus-Christ, et qui s'est progressivement métissé par la suite. Le nom même de Paris, par exemple, vient de Père Isis. Bon, moi je donne des cours de hiéroglyphes ici. Père veut dire quoi? Maison. Maison d'Isis, habitation d'Isis, en souvenir du temple d'Isis, sur lequel est bâtie l'église Notre-Dame actuelle de Paris, lors de la propagation du culte d'Isis et des Vierges Noires en Europe. Et j'en passe. C'est donc dire que toutes les régions que je viens d'énumérer étaient peuplées d'Africains, de Noirs, je veux dire, à l'époque préhistorique, sur les 5 continents. À cela, il faut ajouter la Chine aussi, la péninsule japonaise, où ces Noirs subsistent encore, et qu'on appelle
Hanoï, ben, ce sont les Anous de l'histoire, n'est-ce pas? Bien que décimés en petit nombre, et sont les précurseurs. Ces Noirs-là, si vous pensez aux habitants de Pricro en Côte d'Ivoire, vous avez donc les Anous là-bas, à Pricro. C'est ce nom Anou qui a été véhiculé et qui, pour le moment, par déformation, est devenu Hanoï au Japon. Ces Noirs subsistent encore. En petit nombre, ils sont les précurseurs, ces Noirs-là, des arts martiaux japonais. Pensez à la ceinture noire, comme la plus haute distinction en karaté pour cela. C'est pas pour rien. Au musée de Saint-Germain-en-Laye à Paris toujours, on peut visiter aujourd'hui encore toute la statuette des premiers Africains qui ont peuplé l'Europe en ces temps-là. Ainsi donc, il ressort de ce qui vient d'être dit, que depuis l'apparition de l'homme noir en 200 000 avant Jésus-Christ, bien sûr, avant notre ère, et jusqu'à 20 000 avant notre ère, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du Cro-Magnon ancêtre des Blancs, autrement dit, dans l'intervalle de temps, 200 000 moins 20 000, ça fait 180 000 années, tous les 5 continents de la Terre n'étaient peuplés que de Noirs africains à l'époque préhistorique. Donc, les premiers Blancs sortiront en 20 000 après. On a vécu ceux de 180 000 ans. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les scientifiques. Cultivez-vous, renseignez-vous, toutes les recherches scientifiques le prouvent. Nous n'avons rien inventé, d'accord. À l'époque préhistorique, dans la première émigration qui amène les peuples de la vallée de l'Omo en Afrique centrale, au Sahara, alors verdoyant d'eau et de gibier, en Afrique du Nord et à l'extérieur de l'Afrique, au-delà de la mer Méditerranée. Le deuxième courant d'émigration de ces Africains, il n'y a pas eu qu'un premier courant. Le premier courant, je vous le rappelle, c'était à la préhistoire. Le deuxième courant, les Africains vont encore sortir d'Afrique, coïncide avec le dessèchement du Sahara cette fois-ci. Il fait basculer les peuples de l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes, vers l'Est, plutôt le Nord-Est, à la vallée du Nil. Et encore avec une forte poussée, une sortie, une forte poussée d'immigration, sort de l'Afrique, et cette poussée atteint l'Asie et une partie de l'Europe par la mer Rouge. Dans le bassin du Nil, ces Noirs ont créé la civilisation soudanaise, Kouch et Nubie, à partir de 8000 ans avant Jésus-Christ. Ces premières, et puis ensuite, bien sûr, la civilisation égyptienne pharaonique, à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ces premières grandes civilisations africaines furent aussi les premières du monde. À l'extérieur de l'Afrique, c'est-à-dire dans le reste du monde, qu'est-ce qu'ils ont créé, ces Noirs, ces Africains qui sont sortis dans la deuxième migration? Au Moyen-Orient, dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate et de la Méditerranée, ils ont créé les civilisations de Mésopotamie, encore une fois, de l'Irak actuel, que sont Sumer et Élam. Puis, dans la vallée du Jourdain, ils ont créé la civilisation de Canaan, devenue Phénicie, puis aujourd'hui Israël ou Palestine. Dans le bassin ou la vallée de l'Indus, en Inde, Pakistan, ces Noirs ont créé les civilisations d'Harappa, au Punjab. Et après, ils ont créé celle de Mohenjo-Daro, avant l'arrivée et l'envahissement des tribus nomades aryennes qui conquirent le Pakistan et le nord de l'Inde vers 800 avant Jésus-Christ et qui réunirent leur nouveau territoire sous l'appellation Arya-Varta, qui veut dire pays arien. D'accord? Les Dravidiens et les Tamouls que vous voyez circuler en Europe, aussi noirs, sinon plus noirs que vous, de l'Inde, sont les descendants de ces migrants africains noirs de la vallée de l'Indus ou Industan. Si nous nous déportons maintenant vers l'Asie du Sud-Est, vous voyez un peu,
Le premier royaume que ces Africains migrateurs ont créé s'appelle Funan. Il était situé dans l'actuel Kampuchea ou Cambodge. Et ils ont créé aussi le Vietnam. L'État le plus puissant de cette Asie du Sud-Est à l'époque africaine avait pour centre Angkor, qui eut 640 ans d'existence au Cambodge et dont les racines remontent à Funan. L'histoire des Africains en Asie antique se confond surtout avec leur premier royaume et État en Asie du Sud-Est, principalement. Les bâtisseurs de ces premiers royaumes ne seront renversés qu'en dernier lieu. Les nations asiatiques modernes, qu'elles en aient conscience ou non, ont purement et simplement été érigées sous tutelle africaine. Il en est de même pour le Japon, où les premiers habitants, je vous disais tout à l'heure, s'appellent les Hanoï, les Anou, comme ceux de Prikro en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en voie de disparition. En Australie, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, les rescapés sont les aborigènes, descendants des premiers Africains originaires. En Chine, les Africains ont constitué les premières dynasties avec les Mongols et aussi les premières civilisations. Après ce bref aperçu sur la suprématie mondiale des Africains aux époques préhistoriques, proto-historiques et aussi dans l'Antiquité, donc préhistorique, proto-historique et dans l'Antiquité, quelle est l'épopée? Je repose la question, qui a donc conduit cette même Afrique à la régression continuelle, à la période de déclin et d'abrutissement du monde noir, à la désintégration sociale et de migration, et enfin au sous-développement. Point d'interrogation. Question à vous poser. Posée à vous. Autant de questions auxquelles nous ne répondrons que par un tableau chronologique, tant le sujet est vaste. Nous avons vu que les deux premières sorties des Africains du continent africain, les deux premières migrations ont correspondu à deux âges d'or, puisque nous avons peuplé les continents et nous avons érigé beaucoup de choses. Nous avons apporté le savoir grâce à l'Égypte ancienne. Mais il n'en sera plus de même, il en sera autrement du troisième courant d'immigration, qui sera lui un courant d'immigration, c'est-à-dire des migrations retour de presque tous les Noirs du monde entier vers leur mère partir l'Afrique. Ce qui est évident, parce que si ces Noirs étaient encore là-bas, plutôt si leurs descendants peuplaient encore les 4 continents, ben vous en soulèveriez. Bon, ce n'est pas le cas. Il n'y a que, comme je disais tout à l'heure, des aborigènes, des Anous, etc. Donc, partout, ces Noirs seront sur les 4 continents poursuivis, chassés, combattus, décimés en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, où ils étaient. Les descendants de quelques rares survivants subsisteront. Alors, je répète encore, parce que l'enseignement, c'est l'art de la pénologie. Les Anous au Japon, ce sont les rescapés. Les Mélanésiens en Océanie. Les aborigènes en Australie. Les Tamouls et Dravidiens noirs en Inde. Et puis, il existe aussi une île d'Adamo en Inde, où récemment, un prêtre curieux, voulant évangéliser, s'est fait abattre par des sauvages, dit-on. Enfin, ce troisième courant d'émigration, c'est-à-dire de retour vers la mère patrie, donc d'immigration, qui est un mouvement retour vers la mère patrie, commence au 2e millénaire. Comme nous le décrit si bien le professeur Prince Dika Akwa Nia Bonabella dans son excellent ouvrage Les problèmes de l'anthropologie et de l'histoire africaine, édition clé. D'accord? Et ce mouvement s'accentue
au 5e siècle avant et après Jésus-Christ. Donc les Noirs, pour chasser, décimer, retournent en Afrique. Bon. Évidemment, l'Afrique subsaharienne, dans ce temps, je ne peux pas dire qu'elle est vide. Quels sont les habitants qui étaient? Les Pygmées. D'accord? Il l'amène, il n'y avait pas des Africains grands, autant d'Africains grands que nous sommes. Il amène donc les peuples du nord-est africain, et ceux de la vallée du Tigre et de l'Euphrate, c'est-à-dire de la Mésopotamie, ceux de la vallée de l'Indus, à se replier vers le lac Tchad, dans la zone interlacustre orientale. Regardez bien le mouvement de retour. Hein. Quelle est l'origine du mouvement de retour? Et aux abords des autres fleuves africains. Il se termine pratiquement au XVe siècle. C'est ce dernier courant migratoire auquel l'Afrique subsaharienne doit l'essentiel de son peuplement de grands noirs. Des noirs grands comme nous, par rapport aux Pygmées, n'est-ce pas, à partir du 5e siècle avant notre ère. Il comporte, ce mouvement retour vers la mère patrie, comporte, selon Dika Akwa, 6 principaux mouvements, sous-mouvements, si vous voulez, migratoires. Le premier, c'est le mouvement migratoire Mukushi, qu'il appelle Mukushi, vers 1500 avant Jésus-Christ. Ce sont des Kushites. Point de départ, ils se replient, ils viennent de Sumer et de Elam. D'accord? Elam, c'est vers l'Iran, là-bas. Suite à l'invasion des Sémites, donc juifs, arabes, assyriens, Hyksos, berbères, les poursuivent. Ce mouvement traverse la mer Rouge pour aller peupler l'Afrique du Sud-Est et le versant nord du lac Tchad, puis le nord-ouest de l'Afrique. Le rameau maya de ce mouvement se disperse. Curieusement, une partie des Bakushi, des Mayas, pique, au lieu de rentrer en Afrique, pique en Amérique précolombienne et s'y installent, ils y sont encore, et ce sont eux qui ont précédé les Aztèques et les Incas. Et une autre partie des Mayas va fonder le complexe Maya autour du lac Tchad au 9e siècle avant notre ère. Le deuxième mouvement migratoire, selon le professeur Dika Akwa, c'est le mouvement mandé des métallurgistes et de la famille SOW, S-O-W, comme arrière-garde. Ceux-ci quittent la Nubie de Méroé, suite aussi aux menaces des Sémites, encore aux portes de l'Égypte. On assiste à un début de déclin de cette Égypte d'ailleurs, à partir de 1000 ans avant notre ère. Le centre de gravité du monde noir qu'est l'Égypte. C'est-à-dire si actuellement les États-Unis tombent, la civilisation occidentale tombe. Bon, c'est clair. D'accord? C'est pour ça que Trump se méfie du petit Coréen du Nord, du monde noir. Donc Thèbes, Ouasset est à son déclin et sera transféré en Nubie, Soudan. En gros, c'est pour ça que je voulais faire du direct. Quand ça chauffe en Égypte, on se rabat sur le Soudan, on descend. À Napata. Des essaims de colonies égyptiennes sous forme d'un empire commercial en ce moment. Et ce sont les Garamantes, ou Magara, du 6e siècle avant et après Jésus-Christ. Le long de la mer Rouge et dans l'arrière-pays de la Libye, et les Phéniciens de Canaan, aux ici, de la Palestine, donc que sont les peuples africains qui viennent de Palestine, hein. En Côte d'Ivoire, ce sont les Akans, etc., bon, et puis d'autres peuples qui se sont rabattus de fonder Carthage et... Non, ce sont les Phéniciens de Canaan qui passeront en Afrique du Nord où ils vont fonder Carthage et son empire maritime. Le troisième mouvement migratoire, retour vers la mère patrie, se nomme Puta Ponda, d'après le professeur Dika Akwa. Ces Africains partiront de Punt et Saba. Mais Punt, qu'est-ce que c'est? C'est la Somalie actuelle, en gros. Et puis, Saba, nous avons dit, c'est
le Yémen du Sud, qui est actuellement, je crois, gouverné par un chef noir. D'accord? Ce sont des ex-bantous, mais ils ne sont pas bantous de race. Bantou, c'est une culture et une langue. Et vers 1000, ils iront vers la région camerounaise. Poinite, c'est Punt et Saba, concentré, qui s'appelle Poinite, qu'on appelle Poinite plutôt. D'accord? Alors, Punt, c'est la Somalie, Saba, c'est le Yémen du Sud. D'accord? Pays de Makeda, la reine noire. C'est le pays des dieux des Égyptiens. Punt. Il est secoué par le passage des Bakouchi et des Sceaux légendaires, autour de 1000 avant Jésus-Christ. Les Abyssins, eux, ceux qu'on appelle les Abyssins, Abassa, se rabattent de Saba, le Yémen actuel, et de la rive asiatique de la mer Rouge sur l'actuelle côte somalienne au Punt. Le quatrième mouvement migratoire d'Africains qui vont se rabattre sur le continent, c'est le mouvement Shangala, d'après le professeur Dika Akwa. Des pasteurs bovidiens et des pêcheurs vers le 5e siècle de notre ère. Leur origine de départ, c'est Kemet, ou Égypte pharaonique. Il renvoie à l'Égypte pharaonique, bien sûr, comme point de départ. En 500, parce qu'en 525 avant Jésus-Christ, Cambyse II, roi des Perses, conquiert et occupe l'Égypte. Pas toute l'Égypte, hein. Le seul qui a occupé toute l'Égypte, vous verrez, c'est Alexandre le Grand. Les autres ont conquis des parties de l'Égypte. En 350, après Jésus-Christ cette fois-ci, prise de Méroé, les Noirs qui se sont rabattus de l'Égypte et sont venus se cacher à Méroé, vous verrez, il y a des Ivoiriens dedans, prise de Méroé en 350 après Jésus-Christ. Parmi les fugitifs, les Nzima de Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, qui désertent l'Égypte et la Nubie. Le mouvement Shangala les Shangala vont s'installer dans la corne orientale de l'Afrique, à l'est, dans la région des Grands Lacs, dans la baie du Biafra, et en Afrique occidentale depuis le Djoliba, au Niger, supérieur, jusqu'à la vallée du Sénégal. Bon, vous voyez que l'Afrique subsaharienne commence à se peupler. En fait, les endroits où nous sommes, nous n'y étions pas, même nous, Ivoiriens. D'accord? Bon, c'est pour ça que pendant cette guerre ivoiro-ivoirienne, la notion de boy regard ne veut rien dire. Nous venons tous de loin. 5e mouvement, ce sont mes petits commentaires. Le mouvement migratoire Kishara, 5e mouvement retour, des chasseurs vers le 8e siècle de notre ère. Il a pour origine les Africains qui fuient Canaan, la Palestine, ou ceux qui ont tardé à fuir, les Afro-Asiatiques de la 3e vague qui ont tardé à quitter la Mésopotamie. Il regroupe les derniers peuples noirs de la Mésopotamie dès le 6e siècle. Mais il semble avoir été déclenché par ceux de Canaan, décidés de contrecarrer la promotion de l'islam après l'hégire en 622. Ceux-là vont s'installer, rentrer en Afrique, vont s'installer en Afrique centrale, occidentale aussi, et puis du lac Tchad au nord, des parts et d'autres aussi du bas Niger, etc., etc. Enfin, le dernier mouvement migratoire, repli tactique vers l'Afrique, c'est le mouvement migratoire Ambou. C'est plutôt un mouvement de résistance anti-islamique qu'un mouvement migratoire proprement dit. Ayons toujours en mémoire jusque-là que les négro-africains étaient concentrés le long de la vallée du Nil, avant, du Tigre et de l'Euphrate, au Sahara aussi, rayonnant principalement à partir de 6 États. Il rayonnait la Nubie, l'Égypte ou Israël, la Mésopotamie, l'Hindustan, la Phénicie ou Canaan, Poinite, c'est-à-dire Somalie et Yémen, et Saba, bon, et Yémen bien sûr. Je l'ai déjà dit. Au fil des années, les conquêtes de l'Afrique sont de plus en plus féroces
et les migrations de plus en plus profondes vers l'intérieur du continent. Donc vous voyez, les descentes se feront au fur et à mesure que ces Africains sont pourchassés. D'accord? Et donc petit à petit, ils vont construire d'abord les grands empires. L'empire du Ghana. Cet empire sera disloqué. Ensuite, ils essaieront de se regrouper encore en descendant. Ils vont réformer l'empire du Mali. Pourchassé par les Arabes, l'empire du Mali sera encore disloqué. Ils vont redescendre. Ils vont créer l'empire de Songhai. Celui-ci sera encore disloqué. Bon, ils vont rentrer dans les forêts, les royaumes Akan, les royaumes Mossi, les royaumes, toutes sortes de royaumes que vous connaissez. Voilà comment les choses se sont faites depuis la préhistoire pour expliquer pourquoi et comment nous sommes arrivés ici. Bon, je continue. Citons pêle-mêle les différentes attaques que l'Afrique a subies pour se désintégrer et se disloquer et qui ont fait disparaître l'empire égypto-nubien qui avait pour métropole l'Égypte pharaonique. Je reprends. En 663, vous avez vu que ça commençait avant 663 d'ailleurs, hein, je l'ai déjà dit. Mais je continue en 663, avant Jésus-Christ, attaque des Assyriens et sac de Thèbes. En 525, je l'ai aussi dit, conquête de l'Égypte par Cambyse II, roi des Perses. Cela ne suffit pas. En 332, avant Jésus-Christ, conquête cette fois-ci de toute l'Égypte, la haute et basse Égypte par le grec Alexandre le Grand, qui détrône les Perses. En moins 31, conquête de l'Égypte par les Romains qui détrônent eux les Grecs et font de l'Égypte une province romaine, de l'Empire romain bien sûr, d'Orient, avec pour capitale Constantinople, plus tard qui sera appelée Byzance. En 350, après Jésus-Christ, je vous l'ai déjà dit, les Noirs qui se sont repliés sur Méroé, donc ils sont toujours en train de descendre, Méroé tombe, chute de Méroé, exode massif et descente des peuples africains vers l'intérieur du continent. Alors je répète que nous avons signalé déjà le cas d'Enzima de Côte d'Ivoire, qui a été révélé par Albert Varlet, un magistrat, des Enzima de Côte d'Ivoire qui, au 5e siècle après Jésus-Christ, avait fui l'Égypte, puis le royaume de Méroé, sous la pression de l'empereur Apicin et Zané. Progressant, donc c'est Nzima, progressant vers le soleil couchant, cette grande famille Akan s'installa dans l'empire de l'ancien Ghana qu'elle abandonna, l'ancien Ghana, qu'elle abandonna au XIe siècle, vers 1076 après Jésus-Christ, devant l'invasion almoravide. Donc les Nzima, cette nation Nzima, alla tout d'abord se fixer près des montagnes de Kong. Kong, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, au nord ou à l'est, quoi. Ensuite, à Takima, et plus tard dans les vallées des rivières Oufou et Pra dans la Chanti. Vers 1620, il s'agit des Nzima et des Akans, certains Akans. Ces Akans, dont les branches sont les Ashanti, les Fanti, les Nzima, les Agni, les Baoulé, les Aboré, les Aladians, les Avikam, les Tiama et Brié, les Dida, les Haïzi, les Abidi, tous descendus de la vallée du Nil, pour les mêmes raisons et par vagues successives, à cause de diverses guerres intestines, parfois fratricides, émigrèrent dans les régions qu'ils occupent présentement. Alors vous pouvez imaginer d'où vous venez un peu maintenant, chacun de nous. Enfin, dans la progression, toujours, on note qu'en 639 après Jésus-Christ, conquête de l'Égypte par les Arabes. L'Égypte est conquise par les Arabes. Égypte qu'ils occupent d'ailleurs jusqu'à nos jours, ainsi que toute l'Afrique du Nord d'ailleurs. Ces Arabes ont pratiqué une traite négrière qui va durer 7 siècles et dont on ne parle pas pour des raisons des religions islamiques. Va durer 7 siècles, du 7e siècle au 17e siècle, au 14e siècle. Cette traite a concerné 17 millions de victimes, tuées, castrées ou asservies.
Et comme si cela ne suffisait pas, il se profile à l'horizon maintenant du XVe siècle un danger encore plus grand et plus fatal pour l'homme noir, plus meurtrier, qui est celui des premiers contacts avec les Européens. En effet, en 639, après Jésus-Christ, les Arabes, commandés par le calife Omar, font la conquête de l'Égypte, de son vrai nom, Kamet, comme on a dit. Les Kamites conquis par ces Arabes sont enrôlés par leurs dominateurs arabes qui se lancent à la conquête de l'Espagne et du Portugal en 711. Ce sont les Sarrasins de l'histoire. Ils occupent l'Espagne et ils y demeurent 700 ans, 7 siècles, c'est-à-dire jusque dans les années 1400. Ils occupent aussi le sud de la France, mais sont très vite repoussés par Charles Martel en 1632 à Poitiers, avec Charlemagne d'ailleurs. Les Espagnols, instruits et éduqués par les Sarrasins, noirs et arabes, notamment par les Kamites qui viennent d'Égypte, c'est eux-là qui étaient plutôt ceux qui avaient les connaissances. Donc, instruits et éduqués pendant 700 ans, ces Espagnols s'équipent de savoir-faire, de technologies, cartes, boussoles, bateaux, armes, toutes sortes de structures opérationnelles. Et après leur victoire sur les Sarrasins, noirs et arabes, je veux dire, et la libération de leur pays, leur reine du temps, Isabelle de Castilla, lance Christophe Colomb, un navigateur genevois, à la conquête du monde. C'est ce qu'ils ont appelé la Conquista. En 1492, Christophe Colomb découvre le continent américain. D'ailleurs, après le Massa Aboubakari II, roi du Mali, qui lui l'a découvert bien avant, avec 1000 bateaux, partis du Mali. Et aussi, bien longtemps après l'expédition norvégienne de 1470. Donc Christophe Colomb, c'est 1492. Une fois l'Amérique conquise, les Espagnols pillent et déciment presque totalement les Indiens et occupent leurs terres. Génocide. Les Indiens disparus, il fallait travailler la terre et produire. C'est alors que les Arabes, qui à l'époque pratiquaient l'esclavage sur le continent africain, attirèrent bonnement les Européens sur le chemin de l'Afrique. L'Europe, dans ce temps, était devenue chrétienne sous l'empereur Constantin. Et tous les ingrédients étaient réunis. Le pape Nicolas V de ce temps exhibe alors le chapitre 9, versets 18 à 24 de l'Ancien Testament sur la malédiction des Noirs, pour encourager tous les conquistadors espagnols et portugais d'aller en toute bonne conscience chercher les Noirs pour les évangéliser, afin qu'ils expient leurs fautes et se rachètent devant le Tout-Puissant Yahvé. Citons le chapitre 9, versets 18 à 24 de cet Ancien Testament. Tout le monde le connaît. L'Ancien Testament, Bible des Juifs, est écrit quelques siècles avant Jésus-Christ. Au chapitre 9, versets 18 à 24, il est écrit que Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Selon l'histoire ancienne, Sem représente l'ancêtre des Sémites, juifs et arabes.
Cham, maintenant on dit Cam, Kamite, l'ancêtre des Noirs, et Japheth, l'ancêtre des Blancs. Canaan est un des fils de Cham. Cette Bible nous dit, chapitre 9, versets 18 à 24, réalisé ce soir, que Cham, ayant vu la nudité de son père Noé, il lui est proféré la malédiction suivante par son père. Maudit soit Canaan, tu seras l'esclave de tes frères. Une phrase qui sonne comme si Canaan et sa descendance posthume, les Noirs, seront les esclaves, donc des descendants de Sem, les Sémites et de Japheth, les Blancs. Donc le pape Nicolas V, je disais, exhibe ce fameux chapitre de l'Ancien Testament sur la malédiction des Noirs pour encourager les conquistadors espagnols et portugais à aller en toute bonne conscience chercher les Noirs en Afrique pour les évangéliser, afin qu'ils expient leurs fautes et se rachètent devant le Tout-Puissant. Ainsi débutèrent les premières razzias et les déportations arbitraires des Africains de l'Afrique vers l'Espagne et le Portugal à partir des années 1440, suite à la bulle du pape Nicolas V. C'était le prélude à la traite négrière des Africains, mais cette fois-ci de l'Afrique vers l'Amérique, le nouveau continent européen. Découvert par Christophe Colomb en 1492. Cette traite va durer 400 ans, jusque dans les années 1800. Elle va dépeupler l'Afrique de 200 millions d'habitants. Le continent africain sera mis en valeur par ces esclaves africains déportés. Pendant ce temps, l'Europe, qui piétinait dans la barbarie de son Moyen-Âge, appelé encore Âge des Ténèbres par son histoire, ou Dark Ages en anglais, va profiter des retombées de cette traite négrière et passer de l'âge des ténèbres à l'âge de la révolution industrielle, puis à celle dite de la renaissance culturelle. En effet, elle s'équipera, cette Europe, en industrie de transformation, en technologies diverses, en savoir-faire nouveau, pour faire fructifier ses acquis, etc. Après 400 ans de traite négrière, c'est pas tout, le coup de gong sera donné, c'est le rapt du continent africain lui-même qui est décidé par les Européens. 2 points. L'Afrique arrachée aux Africains par le traité de Berlin en 1885. Et l'Afrique découpée en 555 morceaux, petits morceaux. Cela va durer 80 ans, à peu près, jusqu'aux indépendances, dites indépendances, n'est-ce pas, entre guillemets, où l'on va installer des chefs d'État africains sous l'œil vigilant des anciens maîtres, moyennant des coups d'État militaires ou des assassinats politiques pour les plus récalcitrants, comme Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, Thomas Sankara, etc. Beaucoup de rébellions seront aussi créées et toujours entretenues et soutenues jusqu'aujourd'hui par ces Africains eux-mêmes pour leurs intérêts propres ou ceux de leurs soutiens internationaux, et l'appétit qui leur vient en mangeant les pousseront à demeurer éternellement au pouvoir par le jeu du bricolage des constitutions. Ainsi donc, et j'en finis, l'Afrique, le continent le plus riche du monde potentiellement, est devenu et demeure encore jusqu'aujourd'hui le plus pauvre de fait. Debout, l'Afrique et sa diaspora. L'heure du réveil a sonné. Ankh Oudias Neba. Je vous remercie. Alors, vous avez suivi tous le professeur été. Vous avez vu, je vous avais averti que l'homme est mathématicien, mais en même temps, il est doublé de qualités d'historien. Et ça, c'est très important. Je pense que au cours du débat encore, vous allez voir, quand on va poser des questions, vous allez voir qu'il y aura encore plus d'éclaircissement dans les interrogations. Alors en attendant, on peut prendre une pause et puis après on pourra enchaîner par des questions. Voilà.
Ah ouais, ouais. Bon, le procès a présenté vraiment son exposé d'une manière formidable. Bon, je pense qu'il y a quand même des éclaircissements à apporter. Et c'est les questions que l'auditoire va poser qui va permettre de compléter l'exposé de M. Été. Alors, comme je disais, on peut prendre une petite pause. Une petite pause. Bon, je demande à l'auditoire si elle a quelque chose à ajouter à la suite de la conférence, de dire un mot là-dessus. Par rapport à une question. En fait, c'est vrai, j'étais pas là au départ, mais la question du retour des Africains, c'est quelque chose qui me dérange un tout petit peu, parce que je me dis, c'est vrai, on a toujours entendu parler de ceux qui sont partis, peupler le monde, mais j'avais franchement jamais entendu parler de ceux qui sont revenus. Est-ce que ceux qui sont revenus, parce que quand on part, on oublie un peu ce qui se passe en réalité dans l'Afrique, hein, tel que moi j'ai toujours pensé qu'on a toujours été là. Donc il y a eu des gens qui sont revenus. Mais en même temps, quand on regarde les dates, c'est vrai que quand les dates m'ont été données, j'ai trouvé pourtant que l'empire, par exemple, du Mali est plus âgé que le retour de ces personnes-là. Donc moi, je sais pas, j'ai du mal à placer les choses et je me dis que ceux qui sont partis, il y a eu quand même des Africains quand même qui sont restés, qui ont continué à développer l'Afrique. Donc il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans. Je voudrais un peu plus d'éclaircissement. Voilà. Bon, moi, en fait, la question que j'aimerais poser, bon, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas bien suivi, c'est par rapport aux migrations. Déjà, le sèche-été a dit que quand les Noirs sont allés et ils ont conquis les autres terres, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, etc., après, ils sont revenus. Mais pourquoi ils sont revenus? J'ai vu que vous avez dit ils étaient torturés, ils étaient, je sais pas. J'ai pas trop compris cette partie. Parce que s'ils étaient torturés, ou bien si on les attaquait, qui est-ce qui les attaquait là-bas? Puisque, bon, on dit c'est les Noirs qui sont allés peupler les autres continents. Donc, c'est des Noirs qui étaient là-bas. Bon, peut-être qu'ils sont devenus blancs, les ancêtres des blancs là. Ou bien, je sais pas, j'ai pas trop compris cette partie. Donc, je voulais des éclaircissements là-dessus. Bon, avant de passer la parole à sèche-été, alors nous avons une camarade qui nous a fait un cadeau pour offrir à Été. Donc, comme elle a envie de partir... C'est Afrocentricité qui fait un cadeau. Donc oui, c'est Afrocentricité qui fait un cadeau, voilà. Voilà, Afrocentricité... Ouais. Donc, les frères et sœurs d'Afrocentricité ont décidé de saisir l'occasion de ce vendredi de l'Afrocentricité, pour ne pas me répéter, pour rendre hommage au doyen de la communauté Kamitz à Abidjan. C'est l'aîné de tous les aînés. Il nous est très cher et très précieux. Il a gardé la flamme allumée. Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, dans les combats solitaires, on est découragé parce qu'on dit que ça n'aboutira jamais. Or, c'est une lumière qu'il faut garder pour que le jour, lorsque un vent favorable viendra, les jeunes générations trouvent
cette lumière-là pour continuer. On pense que comme ça n'avance pas dans la lutte, alors à quoi bon de poursuivre? Et une fonction importante, c'est de garder cette lumière. Je tiens cette image du professeur Zadi. Et donc les membres, les sympathisants de Haï m'ont demandé de faire ce petit cadeau au professeur Été. Je suis accompagné de la sœur Lébé, donc qui va lui offrir, et je vais vous expliquer, lui offrir déjà un premier cadeau. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, je vais lire ça, si le professeur permet. Afrocentricité internationale, division Abidjan, diplôme de reconnaissance, décerné au sèche-été Emien Djawti pour sa contribution scientifique et morale exceptionnelle à la promotion de l'afrocentricité et de l'édification de la renaissance africaine en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 15 mars 2019, le Chonouti Traoré Adama. Alors, donc, voilà, donc les photos, voilà. On va prendre une photo. Merci bien. C'est trop vite, reprenez parce qu'on prend la photo. La photo, reprenez. Oui, on recommence pour le photographe. D'accord. Merci. Merci. Alors donc, voilà. Je poursuis. Nous avons un autre cadeau. Ah, je veux vous remercier, quand même. Oui. Voilà. Merci. Je le prends au nom de tous les membres. Nous avons un autre cadeau, le disque, un CD. Là, c'est Jasso qui a confectionné ça, qui va expliquer un peu ce CD. Jasso. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, bon, j'ai fait ce petit cadeau là au doyen. Il faut dire que c'est le doyen qui nous m'a beaucoup aidé dans ma quête aussi pour connaître l'Afrique. Je me rappelle bien en 2012, disons 2013 plutôt, j'étais allé le voir. Doyen, vous vous rappelez? Je vous ai affilé, je vous ai dit, vous m'avez demandé, mais c'est qui? J'ai dit, je m'appelle Daté. Mais vous voulez quoi? Il dit, je veux vous rencontrer parce que je veux connaître l'Afrique. Et